Allez, installez-vous. Donc, on va ravi de vous retrouver ce matin pour ce nouvel événement, cette nouvelle matinale Expérience Lee. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anthony Laron, un des fondateurs d'Alexandre et CEO. Voilà, donc on est ravis encore une fois de pouvoir démarrer cette nouvelle matinale. Voilà, sur un dispositif toujours hybride, du présentiel avec vous. Et on a 150 participants qui sont également en ligne pour suivre donc, cette thématique du jour autour de l'optimisation des coûts. Et j'en profite donc pour présenter également l'équipe d'Aléconfi qui est présente. Donc nous avons Camille, Yuna et Fatima. Donc Yuna et Fatima qui font partie de l'équipe Talent Acquisition, une partie de l'équipe derrière vous, donc avec Amandine, Eric qui font partie de l'équipe commerciale, Cécile, Profit Manager, James sur la partie commerciale également. Et puis, les deux grandes figures d'Aléconfi, donc Anne-Laure Daniel, qui est notre directrice de développement du digital, et Nadia Moubali, qui est notre directrice d'opération RH. Voilà, donc c'est une bonne matinale avec la classe à Nadia. Voilà, je vais passer un peu dans la cette thématique. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes encore une fois très contents de vous accueillir pour cette troisième édition d'Expérience by Aléconfi. L'idée en fait de ces matinales, c'est de pouvoir rencontrer les managers de transition. De les avoir avec nous, puisque nous avons 4 personnes, 4 représentants des lignes. Donc nous avons de réaliser cette présentation qui va durer à peu près 1h30. Ça va être une présentation qui va être interactive. Donc, vous aurez la possibilité, entre chaque thématique, de pouvoir poser des questions, puisque chaque intervenant abordera une thématique différente. Donc, entre deux sujets, entre deux thèmes, vous aurez la possibilité d'interagir avec eux et de pouvoir poser leurs questions ou effectuer un partage d'expérience si vous en avez la volonté. Voilà, donc je vais leur laisser la parole et puis je vous souhaite une bonne séance. Merci beaucoup.
Alors, bonjour tout le monde. Alors, je te présente ici à distance. Déjà, merci. Je suis ravi de pouvoir être avec vous sur cette matinale. Vous verrez, alors là, vous avez refaire une présentation, même si vous l'avez bien fait d'énigmes. On va juste vous donner un peu une visibilité sur ce qui est. C'était aussi vraiment l'objet de cette matinale par rapport à vos missions. Aujourd'hui, ce que vous pouvez rechercher lorsque vous prenez une mission et vos priorités. C'est pour ça que vous l'avez vu, on parle d'optimisation des coûts et on vous montrera, on a une méthodologie qui permet tout de suite, lorsque vous arrivez en mission, de pouvoir avoir une photographie sur des enjeux financiers très rapides à aller chercher, des véritables leviers d'optimisation à mettre, rapides, qui ne sont pas complexes, mais sur lesquels on ne pense pas souvent. Donc vous verrez, on vous expliquera notre méthodologie. Et vous voyez les 4 sujets qu'on abordera. Alors, il y aura une partie sur l'absentéisme, que c'est un vrai sujet majeur aujourd'hui dans les entreprises, et puis ce sera même pas une petite promotion parce qu'on sort bientôt le baromètre de l'absentéisme, donc comme ça, on en profite. Mais après, ça nous permettra aussi de décomposer sur l'optimisation de la masse salariale. Forcément, premier sujet que vous pouvez regarder lorsque vous arrivez dans une structure. Finances et taxes, bien évidemment, et la partie innovation avec des nouveaux leviers à aller chercher. Et Thomas va être voilà. Alors, juste pour revenir, sans paraphraser ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à Henning, juste revenir sur notre mission. En effet, notre rôle et notre ambition, c'est d'accompagner nos clients sur l'amélioration de la performance aussi bien opérationnelle et financière. Concrètement, et surtout dans le contexte actuel, c'est les aider à aller chercher des nouveaux leviers de financement, réduire les coûts, bien évidemment, travailler aussi sur l'engagement collaborateur et améliorer les process, que ce soit en fiscalité, les process RH, et tout ce qui est lié au réglementaire également. Pour faire tout ça, aujourd'hui, on a 3 expertises que vous avez vues tout à l'heure. La partie RH, bien évidemment. La partie taxes, pardon. Vous êtes les premiers concernés. Vous savez qu'il y a un nombre de taxes assez phénoménal quand on parle en France, qui ne sont pas toujours faciles à identifier et surtout à optimiser. Et la partie innovation, et on verra tout à l'heure sur cette partie-là, c'est comment aller chercher des leviers de financement pour financer vos projets d'innovation et stratégiques, et surtout aussi structurer votre innovation. On sait que c'est une véritable priorité dans les entreprises, et notamment pour se différencier sur ces marchés. Vous le voyez sur notre implantation, le siège est à Paris. Alors ça, c'est toute la partie France, bien évidemment. On a une dimension internationale. On est présent aujourd'hui dans 15 pays, même si, quand même, notre cœur de cible est sur la France, pour une raison simple, c'est la complexité de la loi. Et dès que la loi est complexe, pour nous, c'est un véritable levier. Donc, vous aurez compris qu'il y a une vraie différence par rapport à d'autres pays à l'international. Ce qui est important pour nous, bien évidemment, on est 1500 collaborateurs, ce sont des experts. En fait, on dit qu'on est des multispécialistes. J'insiste dessus, c'est vraiment important, parce que dans chacune des thématiques que vous verrez, on a forcément soit des fiscalistes, soit des juristes, des experts en qualité de vie au travail. Enfin, on a tout un pôle de compétences qui nous permet de travailler avec l'ensemble des fonctions direction dans les entreprises. Tu peux passer après, directement, Sophie. Juste pour vous donner une visibilité sur aujourd'hui avec qui on travaille, c'est 15 000 clients à travers le monde sur l'ensemble de nos thématiques. Ce qui est important, c'est qu'on travaille avec tout type d'entreprise, que ce soit de la start-up ou grand groupe. Vous voyez ici, on vous a montré avec qui on travaille sur le CAC 40 et SB 120, mais les différents leviers qu'on met en place sont vraiment applicables dans la majorité des cas sur l'ensemble et sur toute taille d'entreprise. Ça, c'est important à l'avoir en tête. Je peux passer. Alors, là, on vous a ressorti une étude concernant les enjeux et les priorités dans les entreprises. Vous verrez, c'est ce qui vous permettra aussi après de faire le lien avec notre présentation. Il y a 3 leviers principaux qu'on a mis en avant. Une flèche. Soutenir, accompagner la transformation de l'entreprise, bien évidemment. Participer à l'optimisation des coûts. Alors ça, vous le verrez, il y a un phénomène qui s'est passé, vous le savez, c'est l'inflation. Et forcément, c'est devenu une priorité pour les entreprises d'optimiser. Sauf qu'il y a des leviers qui ne sont pas activés aujourd'hui dans les entreprises, et pourtant qui sont assez simples à mettre en place. Et après, on y reviendra tout à l'heure sur la partie management de l'absentéisme, comment améliorer l'attractivité des salariés. Alors, bon, ça vous le savez aussi bien que moi, la partie inflation on n'a jamais vu ces niveaux d'inflation, et c'est important, c'est l'augmentation sur les salaires, 5% aujourd'hui. Et ça a des impacts, bien évidemment, après sur la rentabilité des entreprises. Il y a un petit mot sur une méthodologie. Donc, en fait, lorsqu'on a préparé cette matinée,
avec Nadia. On a justement eu l'idée aussi de vous présenter cette méthodologie qu'on met en œuvre en fait sur nos 3 expertises, donc on va vous présenter juste après, donc ressources humaines, finances et taxes et fiscalité de l'innovation, à travers en fait ce qu'on appelle nous un diagnostic flash. Donc c'est en fait on travaille à partir d'une base documentaire légère sur l'ensemble de ces expertises pour identifier les enjeux et les opportunités d'économie, d'optimisation ou de levier de financement qui peuvent être mises en œuvre. Donc ça, on prend en général une durée de 2 semaines. C'est le temps à la fois de collecter les éléments et de vous faire un premier retour lors d'un steering committee, ce qui vous permet en fait, avec une base documentaire légère, de ne pas impliquer forcément beaucoup d'équipes et beaucoup de temps homme pour réunir ces premiers documents, avant de passer à une phase de production, donc on rentre finalement dans un diagnostic détaillé si là on identifie des enjeux sur certaines des expertises citées en dessous. Et ensuite on met en place l'implémentation pour aller chercher les économies. Voilà, donc ça on voulait vous le présenter dans le cadre de notre partenariat. C'est quelque chose que vous pouvez prendre avec vous et mobiliser à la suite de cet échange. Voilà pour le petit tour de présentation auprès des lignes. Est-ce que vous avez des questions déjà sur qui sommes-nous? Est-ce que certains d'entre vous nous connaissez déjà? Très bien. Super. On va rentrer dans le vif du sujet avec la première partie. Merci Thomas. Alors bonjour à tous, bonjour à ceux effectivement qui sont derrière l'écran. On va démarrer par la partie absentéisme puisque, alors, bien évidemment, particulièrement en France, l'absentéisme touche quand même de très nombreuses entreprises. Eric a évoqué la partie baromètre de l'absentéisme d'engagement qu'on fait. En fait, on a une visibilité depuis 15 ans, puisque ça fait 15 ans qu'on réalise l'étude et sur lequel on peut avoir justement cette visibilité. Vous voyez là, effectivement, l'évolution qu'il y a pu avoir. Alors, en 2019, on met toujours, puisque ça reste l'année de référence avant Covid. Donc, c'est intéressant pour les entreprises d'avoir vraiment ce repère-là. Un pic, bien évidemment, en 2020 qui frôlait quasiment les 7%, une petite baisse en 2021. Concrètement, en 2022, vous pensez qu'on était plutôt sur une tendance à la hausse, à la baisse par rapport à nos entreprises en France, par rapport à la salle, parce que c'est un peu plus compliqué à l'extérieur. Aucune. À la hausse. À la hausse, à la hausse. Effectivement, à la hausse, largement, une grosse explosion, puisqu'on est effectivement remonté quasiment à des chiffres comme l'année 2020, donc à peu près à 7%, enfin un petit peu moins de 7%. Ce qui est intéressant plutôt à retenir, puisqu'un taux, c'est bien, mais finalement, ce n'est pas toujours très parlant pour une entreprise, et notamment aussi pour les managers de proximité. Donc là, c'est juste un exemple, mais de montrer finalement à quoi ça correspond exactement, c'est mieux. Et en fait, ce 6,70% correspond à 24,5, quasiment 25 jours d'absence par collaborateur. Donc imaginez, par rapport à votre effectif, que chaque collaborateur s'est absenté 25 jours. C'est ce que ça veut dire. Quasiment un mois, tout à fait. Et c'est pour ça qu'en termes d'indicateurs... Pardon, monsieur? Non, je réagissais au 13e mois. Oui, c'est ça. Qui est parfois payé, mais finalement, en fait, on paye 2 fois. Et là, c'est comme privé. C'est exactement, vous avez tout à fait raison. On n'est que sur le système privé, puisqu'effectivement, on a des chiffres un petit peu différents, c'est un petit peu supérieur lorsqu'il y a la partie publique. Mais là, on est vraiment sur l'étude uniquement sur des salariés du privé. Ce qui est important en termes d'indicateurs également, pour une entreprise, c'est de le ramener à l'équivalent temps plein. Parce que là, c'est bien effectivement le nombre de jours, ça permet de redire, mais finalement, on est une entreprise de 100 personnes, on est une entreprise de 1000 ou 10 000. Finalement, concrètement, notre taux d'absentéisme, ça représente quoi en termes d'équivalent temps plein? Il n'est pas rare pour des entreprises, selon certains secteurs d'activité, juste pour citer un exemple, dans du médico-social, on peut avoir des taux d'absentéisme qui sont au-delà de 10%. On peut avoir, pour des entreprises de 300 collaborateurs à peu près, 60 TP absents. Imaginez la difficulté derrière en termes alors là, de levier effectivement d'économie à aller trouver, parce que l'activité, il faut quand même la continuer à un moment donné par rapport à ces activités-là. Donc, c'est vraiment des sources hyper importantes de dépenses. Oui, monsieur. Ouais. Il y a des secteurs bons élèves et puis... Ah, bah, alors on va le voir juste après. Effectivement, il y a des zones géographiques.
C'est une Si on peut appeler précision. ça bon élève. Précision, mais ce sont des jours calendaires. En fait. Oui, ce sont Oui. des jours calendaires, tout à fait. Ce sont effectivement des jours calendaires. Par rapport à un autre indicateur, on a parlé des équivalents ou des jours d'absence, un autre indicateur qui est aussi très parlant et qui montre, on l'a évoqué tout à l'heure par rapport au côté finalement fidélisation, au-delà de la fidélisation, c'est l'engagement collaborateur dans son ensemble. Le pourcentage en fait d'absents au sein d'une structure, là c'est en France, au sein d'une structure, permet quand même de voir si on est plutôt sur une finalement typologie d'absence longue, plutôt une typologie d'absence courte, ça a touché finalement tous nos collaborateurs ou qu'une seule partie de la population. Voilà, ça c'est vraiment aussi important à étudier lorsqu'on intervient en entreprise, c'est de connaître l'architecture finalement de notre absentéisme. Parce que si je reprends le repère de 6,70 de tout à l'heure, il peut avoir complètement deux images différentes d'une entreprise à l'autre, alors que le taux est le même. Pourquoi c'est important de comprendre l'architecture? Parce que derrière ce taux d'absentéisme, on ne prend en réalité que les accidents du travail, les accidents de trajet, la maladie ordinaire et la maladie professionnelle. Toutes les autres absences, congés payés, formation, etc., ne sont pas pris en compte dans le calcul. Pourquoi? Parce qu'on ne retient finalement que les motifs d'absence sur lesquels l'entreprise a toute partie la main. Donc, c'est le cas sur l'accident de travail, la maladie professionnelle, mais aussi sur la maladie ordinaire, notamment lorsqu'on est, alors, bien évidemment, sur le volet santé, on est à chaque fois, comme je dis toujours, il y a un arrêt de travail qui, à un moment donné, a été donné par un médecin. Donc, il y a bien un arrêt de travail et on ne peut pas contester, on va dire, contester cette dimension-là. Mais pour autant, finalement, qu'est-ce qui va faire qu'un collaborateur, à un moment donné, va s'absenter ou ne veut pas s'absenter pour un même type de santé? Et là, il y a toute la dimension, bien évidemment, entreprise et environnement personnel, beaucoup de choses aussi, c'est pas que l'entreprise, mais il y a des leviers, en tout cas, à actionner au niveau de l'entreprise, permettant de travailler sur cet engagement collaborateur. Et donc, par rapport au pourcentage d'absents, ça nous amène à cette dimension-là. On était en 2019 à 35%, on est monté aux alentours de 40, 41 en 2020. Pareil, même question que par rapport au taux d'absentéisme, vous pensez qu'on est plutôt sur une tendance similaire à 2020, à la hausse, à la baisse? Comment vous avez perçu ça au sein des organisations dans lesquelles vous avez travaillé sur ces périodes? Là, on est vraiment sur le pourcentage de collaborateurs qui s'absentent. Est-ce qu'on est sur 1 sur 2, 1 sur 3? Aucune idée. À l'augmentation? Alors oui, qui a effectivement explosé, puisqu'on est quasiment sur un collaborateur sur 2 qui s'est absenté. Alors, il y a une petite explication quand même, on ne faut pas l'oublier qu'on était encore en période Covid, donc il y a eu pas mal d'arrêts courts à ce moment-là, mais ça ne justifie pas tout. C'est à peu près 50%, cette hausse-là, elle est liée à 50% à peu près par rapport aux arrêts Covid. Il y a quand même des autres 50% qui ne sont pas justement de ce fait-là. Les évolutions justement sectorielles, on évoquait il y a des secteurs qui sont effectivement plus touchés que d'autres par rapport à l'absentéisme. Par rapport au secteur que vous connaissez, naturellement, vous évoqueriez quel type de secteur avec un fort taux d'absentéisme? L'industrie? La logistique, manutention, Oui. médicale. Alors, ils vont tous y être, mais vous avez raison. Je dis industrie production. Oui, alors, non, l'industrie, bizarrement, n'est pas le secteur, bizarrement pas, mais en tout cas, c'est celui qui souvent vient, comme la santé, c'est souvent deux secteurs qui viennent assez rapidement. On est effectivement, l'industrie est plutôt, on va dire, dans ce qu'on disait tout à l'heure, les bons élèves, même si on ne peut pas forcément le qualifier comme ça, mais parce qu'en fait, l'industrie, alors le BTP, qui n'a rien à voir, vous allez me dire, mais dans les tendances au niveau de l'absentéisme, on observe d'année en année qu'on est à peu près sur les mêmes tendances. Et on va dire que c'est un secteur qui bénéficie quand même de démarches, une culture de prévention forte, puisqu'il y a depuis de nombreuses années, il y a cette exigence quand même autour de la santé et de la sécurité au travail, qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu pas mal d'actions, et je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des industries, bien évidemment, qui ont une problématique autour de l'absentéisme, mais de façon générale au niveau national, c'est vraiment pas le secteur que l'on va retrouver le plus. Ce qu'on retrouve le plus, effectivement, transport logistique, on le retrouve bien évidemment, les services et la santé sont vraiment les trois gros secteurs.
Il n'y a que la santé, finalement, le secteur de la santé qui n'a pas bougé. Tous les autres secteurs ont évolué. Et c'est vrai qu'un qui augmente fortement, c'est les services. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment à observer dans la durée, parce qu'on voit que même s'il y a eu une petite baisse en 2021, on est quand même sur une tendance forte et on l'observe aussi globalement dans les entreprises que l'on accompagne. C'est quel type d'absentéisme au niveau des services qui font un tel taux? Alors, dans l'architecture, ça sera toujours la maladie ordinaire qui fait exploser le chiffre. Vraiment. Donc, l'accident du travail et les maladies professionnelles sont toujours, en termes de volume, beaucoup plus petits. Donc, ça, c'est un repère. On a un phénomène quand même actuellement par rapport aux accidents de travail. Ça avait diminué pendant de nombreuses années par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les phénomènes de prévention qui ont été mis en place. Il y a eu une augmentation. Après, est-ce que ce sont des accidents de travail ou de l'arrêt maladie déguisé? Parce que vous savez que la prise en charge n'est pas forcément la même dans les entreprises et on voit des gros accidents de travail. Et les maladies professionnelles, par contre, ont augmenté de nombreuses années, parce qu'on en reconnaît plus. Il y a un phénomène aussi un peu inquiétant qui pourrait arriver, inquiétant entre guillemets, le burn-out. Est-ce que demain, c'est les risques psychosociaux qui soient reconnus en maladie professionnelle? Donc, en effet, c'est plutôt l'arrêt maladie, mais il y a des phénomènes qu'on est en train de voir. On se demande si l'accident de travail professionnel va basculer, va être un sujet majeur dans l'absentéisme. Effectivement. Un point de repère aujourd'hui par rapport à la partie accident, on reprenait tout à l'heure le chiffre, si je reprends ce repère de 6,70%. Derrière, en fait, je ne sais pas si... Non. Donc, en fait, derrière, il y a vraiment, c'est important de savoir quelle est la part de la maladie, de l'accident du travail, de la maladie professionnelle et du trajet. La partie accident du travail représentait 0,80. Vous voyez, donc, alors... 0,3 pour la maladie professionnelle et quasiment pareil pour le trajet. On voit bien qu'effectivement, on est sur un taux très important pour la maladie ordinaire. Juste un point de repère quand même, lorsque votre taux d'absentéisme est au-delà de 1%, qui représente 1%, on va dire, de votre absentéisme, vous êtes quand même sur une problématique autour de la santé et sécurité au travail. Ça pourrait paraître petit si on prend 1 par rapport à 7, mais ça reste vraiment sur une problématique importante. On y reviendra sur quelques leviers aussi par rapport au risque professionnel, justement, et l'optimisation financière de cette partie-là, avec Evelyne tout à l'heure. Donc ça, ce sont des points de repère que vous pouvez repérer assez rapidement dans vos sociétés, et sur lesquels vous pouvez dire, ah oui, là, je vais peut-être quand même creuser un petit peu plus s'il n'y a pas quelque chose à faire. Un autre point aussi par rapport à l'engagement collaborateur et qu'on a vu augmenter aussi fortement, c'est la notion de polyabsence. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait à peu près un collaborateur sur 2 qui s'était absenté, mais sur cette part de 1 collaborateur qui se sont absentés, il y en a quasiment 1 sur 5 qui a été absent 3 fois ou plus dans la même année. Donc, on voit bien qu'on a un phénomène, et là, on repère en fait tous les signaux, entre guillemets, potentiellement faibles de la partie désengagement ou engagement collaborateur, tout dépend dans quel sens on veut le mettre. Et pourquoi c'est important à aller regarder aussi et questionner la polyabsence? Parce que si on reste, on va dire, trop macro au niveau du taux d'absentéisme, on ne regarde que finalement la partie collective de la problématique. Il y a de plus en plus, on va dire, de la polyabsence, elle questionne en fait beaucoup plus les situations individuelles. Et dans les situations individuelles que l'on voit, que l'on observe, ça va être les salariés aidants, ça va être les salariés avec une maladie chronique qui n'ont pas forcément besoin, on va dire, de s'absenter longtemps, mais qui ont besoin de s'absenter régulièrement par rapport à des examens médicaux. Et sur lequel le collaborateur ne va pas forcément souhaiter non plus évoquer le sujet avec son employeur. Parfois, lorsque justement on accompagne l'entreprise et que cette question-là, elle est vraiment abordée d'un point de vue managérial, ça permet vraiment de traiter beaucoup de situations, justement, et de limiter. Alors déjà, ça permet de montrer aux collaborateurs qu'on s'intéresse effectivement, on va dire, à lui en tant que personne et collaborateur, mais aussi de pouvoir justement accompagner les politiques, vos politiques RH, par rapport à tout cet accompagnement. Aujourd'hui, on pénurie, on va dire, de ressources dans beaucoup de secteurs d'activité. On connaît l'enjeu de garder et de maintenir en emploi les collaborateurs. Un autre point aussi par rapport à la polyabsence, ça renvoie également à des notions donc, de désengagement, comme on le disait. Et on voit c'est flagrant sur les chiffres du haut.
Lorsqu'on a questionné justement dans notre panel, enfin, au niveau de l'étude, on a les collaborateurs qui souhaitent changer de poste. Pour les polyabsents, c'est 62%, alors que si on revient effectivement à la politique sur la partie des non-absents, on tombe à 40%. Pareil, sur la partie je souhaite changer d'entreprise, on est, on dirait, un collaborateur sur 2 polyabsents qui souhaitent le faire, alors qu'on descend à 30% pour les non. Donc on voit bien que cette notion d'absence amène aussi à cette volonté parfois de changement soit de métier au sein de sa structure, ou de changement tout court, pour aller voir effectivement d'autres activités. Oui, madame. Je voulais vous poser une question. Vous ne pensez pas qu'il y a eu aussi un retour assez anormal des congés non pris pendant l'année 2021 avec un paquet, une date à partir de laquelle les salariés n'étaient pas en service? On l'a Nous, pas. on a vu ça en 2022. Alors, on l'a pas. Oui, en fait, c'est un report et les personnes sont mises en maladie. On l'a pas forcément observé de façon. On peut l'avoir en cas particulier sur certaines structures, mais globalement, c'est pas un phénomène que l'on a observé qui a en tout cas permis d'expliquer cette augmentation. C'est quand même énorme. En fait, il y a eu beaucoup de petites absences. Voilà. Après, il ne faut pas se mentir, le gros du paquet, c'est sur la maladie longue, la maladie au-delà de 3 mois. Et très souvent, les entreprises, donc là, parce que là, on garde l'ensemble des absences, quelle que soit la durée d'absence. Beaucoup d'entreprises, dans le calcul, vont calculer ça, mais parfois vont exclure justement certaines maladies longues parce que la prévoyance prend le relais, par exemple, etc. Sauf que ça ne change en rien, que le collaborateur n'est quand même pas là et que le collaborateur faut quand même le gérer, on va dire, par rapport à l'effectif et par rapport à l'après. Comment, effectivement, on va réaccueillir le collaborateur. Et comment on va s'en séparer, puisque c'est déjà le cas. Donc, et parfois, en fait, cette dimension-là, elle a tout son sens par rapport à toutes les politiques quand même de maintien dans l'emploi qu'on évoquait. On est quand même dans une ère où l'allongement des carrières, on ne va pas se la prendre. Elle se décale. Donc aujourd'hui, à 45 ans, on est qualifié de senior, mais en soi, on démarre notre deuxième carrière. Hein. En fait, on a encore la moitié à faire, puisqu'à 65 ou 67 ans, on pourra peut-être espérer partir à la retraite. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, cette notion de maintien dans l'emploi est de plus en plus prégnante dans les entreprises parce que ça va avoir un effet sur la productivité mécaniquement. Et il faut transformer parfois certains métiers parce qu'on ne pourra pas effectivement maintenir en activité. Vous parlez de la logistique, par exemple, des collaborateurs qui ont effectivement un certain âge ont plus de mal à réaliser certaines tâches que d'autres. Pour autant, leur expérience est importante. C'est comment remodeler aussi cette activité. Monsieur, vous avez une question? Est-ce que vous avez fait des études éventuellement par tranche d'âge? Oui. Parce qu'effectivement, on voit que le systématique se projeter au-delà de 3 ans et que moi je suis en formation de Right Management et en 2005, déjà on était vieux, spécialement par une étude mondiale pour les chasseurs de tête à 43 ans, en 2005 déjà. Et d'un côté, les seniors partent, donc l'entreprise se mise de sa substance. Et il n'y a pas de lien intergénérationnel. Donc, là, est-ce que ça en fait des indicateurs de veille au-delà, je dirais, d'être effectivement des chiffres Tout à fait. dingues? Au niveau national, très clairement, les plus de 51 ans font exploser le chiffre. On est très largement au-dessus en termes de pourcentage que les moins de 30 ans. Ça, c'est au niveau national. Par contre, c'est pas rare d'observer quand même dans certaines entreprises dans lesquelles on intervient. Si on intervient, c'est quand même une problématique autour de l'absence, où des populations plus jeunes sont justement concernées. Et c'est là, et là, pour le coup, elle augmente, elle est plus faible, mais elle augmente quand même d'année en année. Et quand on dit plus jeune, c'est en deçà de 30 ans ou en deçà de 40 ans. On a les deux, hein, bien évidemment, les deux repères. Donc ça. Et le point aussi, il y a l'absence courte qu'on évoquait, mais il y a aussi l'absence longue. Et aujourd'hui, on observe également des absences longues pour les plus jeunes. Ce qui n'était quasiment pas le cas précédemment, évidemment, maladie grave ou chronique d'un collaborateur. Mais aujourd'hui, on évoquait avec Eric sur la partie santé mentale, de façon plus globale, il y a de plus en plus, bien évidemment, d'arrêts en lien avec cette dimension. Et qui amène à des absences longues mécaniquement. On voit des reconnaissances, des risques psychosociaux sur des profils très jeunes, ce qui n'existait pas il y a encore quelques années. On le voit de plus en plus. Enfin, c'est pas une vague non plus. En tout cas, c'est des signaux, en tout cas, anticipés. Et un éclatement par type de responsabilité. Oui, là, on l'a pas, mais on pourra effectivement vous communiquer, on va dire, dans l'étude un peu plus complète, on pourra vous la communiquer.
bien entendu, sur ce baromètre où il y a aussi la distinction cadre-non cadre. Où, pareil, les non-cadres, forcément, vont être sur un taux d'absentéisme plus fort. Par contre, pareil, on observe quand même une augmentation globalement de la population cadre en absence. Et notamment sur les dimensions de santé mentale. Indépendamment des aspects confidentiels sur la nature de la maladie, de l'absence longue durée, on sait dire que c'est une maladie liée du RPS ou à des conditions de travail perçues par les collaborateurs. Comment est-ce que vous Alors, sur la... Ça, c'est il y a tous les aspects confidentiels sur la nature de la maladie qu'on va en venir. Donc, voilà. Alors, on peut l'avoir. Sur la partie médecin, en fait. C'est du travail. accident de travail, on l'a. Ça, on l'a. On a la formation sur la partie maladie, vous ne l'avez pas. Non, Non, c'est oui. voilà, parce que moi, j'ai travaillé dans un très, très gros taux de turnover et d'arrêt maladie quand je suis arrivée. Donc, même si je n'ai pas pu discuter avec chaque personne qui était en maladie, mais j'ai quand même pu identifier qu'il y avait un environnement qui était fortement favorable à l'arrêt maladie. Mais voilà, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le confirmer par ailleurs. Alors, ce n'est pas les indicateurs qui vont le confirmer. Non. Quand on travaille avec nos clients, les indicateurs nous donnent des alertes. Après, c'est tout le travail de diagnostic plutôt quali, interview, déplacement, rencontre avec les équipes, qui nous permet d'identifier ces situations-là. En effet, sur un indicateur, vous ne l'avez pas. Mais le plus souvent, quand même, ce que l'on rencontre, c'est que c'est le seul indicateur statistique qui nous dit on a possiblement un problème au travail. C'est quand même une relation très directe entre le taux d'absentéisme et l'ambiance, l'engagement. C'est la seule statistique qui est Mais celui-ci est le taux d'accident de travail maladie professionnelle. Oui, oui, quand je dis. Suivant le secteur d'activité. Je parle de l'absentéisme. Hein. Dans son ensemble, mais tout à fait. C'est un indicateur suivi. Et qui, en plus, peut s'objectiver par d'autres aspects, qui est par exemple le taux de départ, le taux AT maladie, qui nous est transmis par secteur. Donc, on sait qu'il y a, à travers ce taux de départ, des secteurs qui sont plus accidentogènes que d'autres, etc., etc. Donc, quand on se compare par rapport à ce taux de départ, on peut se dire, là, on est vraiment très, très loin, on a un vrai problème. C'est ça, c'est comme tout benchmark. De toute façon, ça permet tout de suite de mettre une alerte. Par contre, ce qui est important, c'est que là, on vous donne des chiffres qui sont globalisés, parce que national. Quand une entreprise fait une étude, là où c'est très important, c'est pas de rester au niveau de l'entreprise. Parce qu'après, il y a deux aspects potentiels. Soit c'est une problématique par rapport à l'entreprise en tant que telle, c'est la culture d'entreprise, etc. Ou soit c'est sur un endroit donné dans l'entreprise, et notamment tout l'aspect managérial qui est hyper important. Et c'est pour ça, encore une fois, c'est des signaux faibles après qu'il faut analyser, mais il ne faut surtout pas rester au niveau juste d'indicateurs globaux, parce que sinon, ça va être... Oui, on dit toujours, on dit toujours effectivement, cette partie indicateur, elle questionne plus qu'elle apporte des réponses. En fait, on arrive effectivement à une masse de questions. C'est le but de l'indicateur, mais ça fait parfois peur à certaines entreprises justement d'aller plus loin, parce que finalement, c'est qu'est-ce que je vais trouver. Madame de Il y a aussi des taux de départ sur les nouvelles recrues. Oui. Vous avez dans certaines entreprises, ça atteint 78%. Et là, quelqu'un ne peut pas regarder. C'est un environnement qui est vraiment délicat. Pour en revenir à certains secteurs, on les connaît ces secteurs. Et ça fait des années qu'on laisse faire. En fait. Parce que il y a des secteurs qui sont très protégés et on ne veut pas intervenir. Parce que vous faites débarquer quand même le secteur du travail, il va relever tout ça. Ouais. Et puis ensuite, il va piloter ou il va demander à la direction de répondre. Et on les connaît. Et on connaît aussi le type de management. Il y a encore du management en France qui est totalitaire et autocratique. Vous avez des gens qui pourront. Donc vous avez des directeurs qui résistent un peu, puis ensuite ils passent en phase burn-out. Et puis les équipes en dessous, elles n'ont plus la tête et elles ne cherchent plus à partir parce qu'elles sont au mieux démotivées, au pire lessivées. Et vous pouvez les prendre à n'importe quel âge, qui sait des salariés lessivés. Vous avez tout à fait raison, effectivement, on observe ce type de phénomène, mais j'ai envie de dire, ce n'est pas la majorité, heureusement, des entreprises que l'on observe. Et c'est important, en fait, de se dire en tant qu'entreprise, voilà, par rapport à ces signaux, finalement, d'alerte que je peux avoir, si je ne veux pas, justement, que ça, selon certains secteurs, vous avez des secteurs qui, comme vous disiez, qui sont effectivement concernés et où c'est très compliqué, où il y a effectivement des instances représentatives personnelles très fortes, voilà, qui aussi peuvent parfois compliquer les éléments. En tout cas, pour la perception de l'entreprise, ça permet, on va dire,
En fait, ce questionnement-là, il est vraiment important pour l'entreprise parce que souvent, elle n'ose pas en fait s'arrêter sur ces points-là parce que justement, on est sur des changements très importants. Quand je dis changement, des mouvements fréquents. Et ça perturbe énormément aussi les collaborateurs par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est pas rare de voir qu'une direction a changé tous les 1 an, c'est pas vous, je vais l'apprendre. Donc, et du coup, si on n'est pas dans une culture quand même aussi, effectivement, on n'a pas instauré un minimum de culture, en fait, c'est l'éternel recommencement pour le collaborateur finalement qui reste. Hein. Et c'est vrai que, et on le voit hein, d'ailleurs dans les critères d'engagement collaborateur, on voit bien que cette dimension-là, elle perturbe quand même. Et c'est vrai que le fait de se projeter dans l'avenir devient quand même plus compliqué. Et donc, ce détachement progressif. Après, il n'y a aucune entreprise qu'on accompagne qui est surprise de son entreprise. Non. Tout le monde le sait. Ce n'est pas des indicateurs qui vont relever, qui vont tout de suite mettre une alerte sur le sujet. Très souvent, ce qui se passe, après on va en parler, c'est de pouvoir quantifier le coût de certains. Parce que les problématiques dans l'entreprise, il y en a plein. Donc, c'est quelle priorité on va mettre sur ce sujet-là. Et c'est quand on commence à creuser sur l'impact réel que ça peut avoir en termes financiers, sur l'absence de coût d'absence directe, hein, déjà sur un absent, un remplacement, etc. Et surtout là, ça devient problématique sur la production. On parlait tout à l'heure des courtes absences. On dit souvent c'est ça qui est plus problématique que des longues absences. Il y a des entreprises, des absences longues, c'est pas grave. C'est un coup, ils le savent, mais c'est pas grave. Par contre, les courtes, c'est encore pire pour eux parce que c'est toute la question de planification, d'organisation. Et ça, réussir à le quantifier permet de mettre une alerte sur le sujet. Et après, j'ai vu l'alerte, mais moi j'ai vu plusieurs fois dans des grosses structures à CAC 40 où ils n'étaient pas en capacité de calculer et de connaître le coût que ça représentait l'absentéisme. Et quand vous leur donnez un peu de visibilité, tout de suite ça devient prioritaire. Donc j'accélère. Je te faisais une petite transition sur la question. Désolée, il faut juste qu'on avance un petit peu sur la conférence. Vous pouvez rappeler juste les sources de vos chiffres. Quelles sont les sources en fait? Alors, ce sont les nôtres avec notre partenaire G2R La Mondiale. Ah d'accord, c'est l'ensemble de vos études, de vos interventions. Oui, intervention et toute la base client d'AG2R La Mondiale. Ah d'accord. Donc rapidement, au niveau des critères d'engagement, les conditions de travail en fait arrivent en numéro 1. Alors, la rémunération aussi, et ça on en reparlera par rapport, mais ça reste un élément très important évidemment. Le contenu du travail et la conciliation qui pro qui perso. Finalement, les critères qui font qu'on reste dans l'entreprise, on est quasiment sur les mêmes, ce qui est plutôt, j'allais dire, une bonne nouvelle pour les entreprises, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment des actions possibles, finalement, où on attend à peu près la même chose. Le point qui change, c'est l'autonomie. Je trouve ça plutôt très positif aussi, avec cette volonté justement de continuer à se développer. J'accélère. Tu évoquais effectivement le coût de l'absence. D'abord, il y a les coûts directs, tu l'as dit, par rapport notamment globalement au maintien dans l'emploi, et puis toute la dimension de points directs, hein, le remplacement, la perte de production, le dialogue social, dégradé, etc. Je ne vais pas développer l'ensemble. Juste un petit point de repère, au niveau finalement du coût, c'est 1% d'absentéisme, c'est à peu près l'équivalent d'1% de masse salariale en termes de coûts directs et 2% lorsqu'on intègre les coûts indirects. Et là, je pense qu'on est vraiment un peu prudent sur le sujet. Les 1%, c'est sûr, c'est le minimum, mais c'est logique, c'est mathématique. Sur les 2%, ça va être très différent des entreprises. Des structures qui sont largement au-dessus en termes de coûts. Et l'intérêt d'avoir le taux d'absentéisme, pour le coup, même si on a expliqué ce qui n'est pas important, c'est le taux, c'est la tendance, c'est l'évolution. Le taux permet de toucher, de quantifier. Vous avez 7% de taux d'absentéisme, au minimum, c'est le coût de 7% de masse salariale. Ce qu'il faut comprendre, c'est le coût global, c'est 2% ou 2 plus 1 égale 3 2 plus 1. 2 plus 1. La main, Eric. Alors, transition la rapide. transition sur les coûts de prix, justement, donc le stade intermédiaire. Donc là, vous avez vu toute la partie absentéisme, et là, on a justement fini par l'impact sur les coûts. Ce qu'on vous évoquait tout à l'heure au tout départ, notre intervention auprès de structures, notamment direction financière et direction des ressources humaines, et une fois qu'on a dit ça, donc ça nous coûte cher, quels sont les différents leviers à aller chercher pour pouvoir justement, compenser cette augmentation des coûts qu'on peut présenter. Et là, on va se focaliser sur la partie coûts RH avec les différentes composantes des coûts RH. Alors, on a identifié et on va vous présenter 5 actions potentielles pour justement avoir un impact sur ces coûts RH.
l'audit des charges sociales, je viendrai juste après, l'optimisation des versements nets, des versements d'indemnité en net, par exemple, ça, c'est des actions concrètes à mettre en place dans votre gestion de la paye pour aller faire de l'optimisation et ne pas augmenter directement votre masse salariale avec l'augmentation des salaires, mais contourner un peu la chose pour quand même votre salarié à une augmentation de salaire, comme travail. Les aides à l'embauche, qui est un véritable sujet, avec des montants et des enjeux qui sont énormes. On parlait d'accident de travail, maladie professionnelle tout à l'heure, il y a des leviers d'optimisation à aller chercher. Et la partie comment externaliser les tâches stratégiques. Alors, l'optimisation des charges sociales, c'est pas où que je vais attendre que le droit social est complexe en France. Par contre, 90% aujourd'hui des contrôles URSSAF amènent à une régularisation. C'est juste énorme. En fait. Et ce qui est encore pire, c'est que les contrôles URSSAF ne sont pas d'accord entre eux. C'est dramatique, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, on a la capacité à travailler sur l'ensemble du territoire, donc on voit les différentes positions des URSSAF. Et c'est pratiquement à chaque fois, quand on fait une optimisation, nous, on s'appuie sur ce qu'on a vu sur une URSSAF et on l'applique sur l'autre. Mais ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc, si le contrôleur a une vision de la loi, parce que je veux dire, ils ne sont pas d'accord entre eux, comment vous voulez qu'une entreprise soit sereine par rapport à ses charges sociales, les charges patronales? Donc, ce levier-là, alors là, on parle vraiment des charges patronales, bien évidemment, ça n'impacte uniquement l'entreprise, pas le salarié. Quand on travaille sur la partie optimisation, vous voyez ici, c'est les différents leviers qu'on va aller chercher. Toute la partie exonération de charges, je pense que certains d'entre vous peuvent être confrontés à votre activité, c'est tout ce qui est notamment la réduction générale de cotisation. Ex-Fillon, pour ceux qui connaissent, là, c'est juste une usine à gaz. Enfin, pour gérer Fillon ou RGC dans les outils paye, ça change tout le temps. C'est impossible de s'y retrouver. Ça, pour le coup, alors, dans nos audits, vous avez 90% amènent à la régularisation. 9 dossiers sur 10 qu'on optimise, on trouve des optimisations. Parce que, je vous dis, ces sujets des RGC sont extrêmement compliqués à gérer. Il y a tout ce qui est lié à l'absence maladie. Alors, on fait le lien avec tout à l'heure ce que tu évoquais. Dès qu'il y a une absence, c'est une complexité à gérer en paye. Et derrière, vous avez des impacts sur la réduction générale de cotisation et sur les différents leviers des charges sociales. Et là, c'est sûr, vous avez une optimisation. Donc, sur cette partie-là, en fait, ce qu'il faut juste retenir, c'est ce que je dis à chaque coup à nos clients, il faut juste retenir ça. 90% des contrôles amènent une régularisation et les contrôleurs, ça ne sont pas d'accord. Donc, ça, c'est vraiment l'axe prioritaire qu'il faut aller chercher sur cette partie-là. Là, on ne l'a pas détaillé, on n'est pas rentré dans chacune des pistes, bien évidemment, ce n'est pas l'objet, mais on vous transmettra la présentation. Si derrière, il y a des éléments où vous souhaitez des précisions, on pourra vous les soumettre, bien évidemment. Oui, si tu peux juste passer. Point important pour vous donner la visibilité de la façon dont on travaille, et ce qu'évoquait Thomas tout à l'heure sur notre capacité, avec très peu de documents, à vous faire déjà une photographie sur les enjeux potentiels. Ce qu'il nous faut juste, c'est le bulletin de paye, évidemment, parce que c'est la source de l'information. Les rubriques de charges et des éléments autour, par exemple, de la contribution à GFIP, je ne sais pas si ça vous parle, l'obligation pour les entreprises d'avoir un quota d'employabilité des personnes en situation de handicap. Si vous ne l'avez pas, vous payez très cher. Et ça, c'est fait partie des éléments qu'on va auditer. À partir de là, nous, on vous fait une analyse, un audit, on vous fait le rapport en disant voilà les leviers prioritaires que vous pouvez aller chercher. On met bien évidemment en avant les montants que vous pouvez aller récupérer. Et si vous souhaitez aller plus loin, on fait du chiffrage au réel, bien évidemment, et on va prédire ça pour récupérer les montants qui sont récupérés pour vous. Ce qui est important, et j'avance pour ne pas être en retard, je vous ai juste donné un peu de visibilité sur les enjeux. Jusqu'à 1 500 € par salarié. Là, on est sur des montants qui sont juste énormes. Et l'intérêt de ce type de mission, c'est que tout de suite, vous pouvez faire des économies. Quand vous faites une récupération auprès des URSSAF, ça met à peu près 3 mois, on ne va pas se le cacher, le temps que tout le dossier soit géré, qu'il vous fasse le remboursement. Par contre, vous pouvez faire de la mise en place, c'est-à-dire tout de suite en paye, vous pouvez changer les règles de paye et après faire des économies donc sur le chiffre. Donc ça fait partie des leviers prioritaires à aller chercher sur la table. Alors, je vous parlais tout à l'heure des aides à l'embauche. Alors, c'était aussi un sujet prioritaire pour une question simple, c'est que ça a été reconduit jusqu'à la fin du quinquennat, avec des enjeux aussi énormes. Et il y a une véritable recherche aussi de possibilités pour dire au chômage tout simplement. Donc, on donne la possibilité aux entreprises d'avoir des aides sur différents profils que vous voyez ici. En fait, très souvent, ils ne sont pas activés. Alors, je parle juste des alternants. Je pense que vous connaissez la règle, il faut au moins 5% pour pouvoir bénéficier des aides.
Ça, c'est une première chose, mais les aides, elles sont compliquées à gérer et compliquées à traiter dans les entreprises. En fait, souvent, les entreprises n'ont pas le temps de le gérer. C'est mal suivi. Et surtout, vous avez une obligation d'aller vite, puisque maintenant, sur les aides à l'embauche, la partie alternant, c'est 5 jours pour gérer le dossier et l'envoyer. Ça, les entreprises, avec le multiple sujet que vous avez à faire, elles ne le traitent pas. Sur cette partie alternant, c'est 6 000 € pour 1 an. C'est énorme en termes d'aide. Et ça, c'est assez. Une fois que vous l'avez mis en place, vous avez la possibilité d'aller jusqu'en. Là, c'est la dernière règle, c'est 31/12/2025. Donc, tout de suite, ça, c'est pour vous. Si vous avez les 5%, il faut surtout, c'est obligatoire d'aller chercher ces aides-là. Sur la partie ici, emploi franc, très souvent, ce n'est pas mis en place dans les entreprises. Je ne sais pas si ça vous parle, les emplois francs. C'est dès que vous avez dans une zone géographique donnée un salarié que vous recrutez, vous pouvez bénéficier de ces aides. L'idée, c'est justement d'aller chercher et revitaliser certaines zones géographiques. C'est pratiquement jamais activé dans les entreprises, ou très rarement, et on est quand même sur des montants assez conséquents, entre 2 500 à 5 000 € par an. Vous avez une question? Non, c'est juste qu'effectivement, il y a ce nouveau métier maintenant, il y a des entreprises qui se sont spécialisées pour aller chercher les emplois francs. Parce que oui. L'administration est un peu lourde, c'est tout. Alors même, ils le font en amont. Il y a des entreprises, quand elles cherchent à s'installer ou cherchent une zone géographique pour s'installer, elles vont regarder ça. Quand vous avez monté une usine et vous avez directement sur une zone prioritaire, je vous laisse calculer les enjeux, c'est assez rapide à aller chercher et sur des montants assez conséquents. Et ça, c'est très rarement activé, régulièrement. Ça, salarié de situation de handicap, pareil. On pense contribution à GFIP, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire au moins avoir les 6% minimales pour ne pas payer la contribution, mais il y a aussi des aides si vous employez des travailleurs en situation de handicap. Ça, c'est pratiquement jamais activé. On a juste illustré un peu pour vous donner la visibilité sur les enjeux. Après, c'est la règle de base pour à peu près 1000 salariés. Les montants d'aide à l'embauche potentielle par an, c'est 150 000 €. Ce qu'on voit aujourd'hui, quand on accompagne des gros groupes, pourtant, certains ne récupèrent rien du tout aujourd'hui. C'est des montants qui sont énormes et très souvent, ce n'est pas identifié dans les entreprises. Ce n'est pas la première chose auquel vous allez penser quand vous arrivez dans une structure, d'analyser cette partie-là. Et pourtant, il y a des leviers très forts à aller chercher rapidement. Pareil sur les emplois francs, ça on vous l'a illustré. Pour 10 000 € pendant 3 ans, soit 30 000 €, pareil. Encore une fois, alors les emplois francs, il y a moins de volume que les alternants, bien évidemment, mais c'est quand même dommage de passer à côté de cette partie-là. Pour l'instant, c'est, je vous l'ai dit, pérennisé jusqu'à la fin du quinquennat. Il faut quand même être vigilant parce que ça peut évoluer. Après, on vous a donné quelques pistes aussi pour ce que l'on évoquait tout à l'heure. Comment augmenter vos salariés sans directement avoir un impact sur notamment vos charges patronales. Je ne sais pas si c'est des choses que vous connaissez forcément, mais vous avez déjà mis en place. C'est des choses assez simples à mettre en place, mais qui tout de suite vous permettent, vous, de passer en net, je parle pour les experts de la paye, et donc d'éviter d'avoir des charges patronales dessus. Mise en place de tickets restaurants, pareil, les différents plafonds ont été revus. Vous avez la possibilité d'aller jusqu'à ces niveaux-là. Et l'intérêt de tout ça, je ne vais pas tout détailler, parce que sinon on va exploser le timing, c'est de se dire, juste, tu peux revenir juste avant, s'il te plaît, quand on fait l'addition des différentes thématiques qu'on a vues ici, et l'augmentation que ça procure pour les salariés, comme par hasard, on arrive à 6%. 6%, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est même si c'est 5% aujourd'hui de l'augmentation de la masse salariale. C'est-à-dire que vous n'augmentez pas votre masse salariale directe. Par ce biais-là, en tout cas, vous proposez à votre salarié, vous mettez à votre salarié une augmentation de salaire de 6%, mais vous ne payez pas les charges patronales dessus. Donc ça, bien évidemment, on vous le donnera. Vous pouvez regarder si c'est mis en place ou pas dans les structures dans lesquelles vous êtes. Mais voilà, on a pris 5 exemples sur lesquels vous pourrez vous appuyer. Vous avez une question, pardon? Non, je disais la PPV, bien sûr, on active. Oui, alors là, ça va dépendre du secteur d'activité, bien évidemment. Mais on le voit, certains ne le mettent pas du tout en place. Ah oui. Pourtant, c'est simple. Tout à l'heure, on parlait de l'absentéisme lié au risque professionnel. Là, on va faire un focus sur la cotisation accident de travail maladie professionnelle. Il faut avoir quelque chose en tête. Depuis 2012, puisque chaque année, en fait, il y a une révision de la part du législateur pour, pas entrer dans les détails de coûts, mais pour avoir une augmentation, je sais plus c'est comme ça,
une augmentation de l'impact d'un accident de travail en termes financiers. Depuis 2012, ça a augmenté de 46%. Ça y est, en gros, vous avez la même sinistralité, ben, vous payez 46% de plus. Donc, c'est compliqué à admettre pour les entreprises, parce qu'un préventeur, par exemple, qui va travailler et qui va aller chercher ou demander des budgets pour justement mettre en place des plans de prévention, le problème, c'est que si ça ne baisse pas, déjà, vous prenez 46% d'augmentation. Donc ça, c'est un sujet qui est rarement anticipé dans les entreprises, à part des structures qui ont un niveau de sinistralité élevé, ça, ils connaissent, mais les autres, pas forcément. Et le taux AT moyen en France, c'est 2,12. C'est appliqué sur la masse salariale. On est quand même sur des niveaux assez forts en termes de cotisation. Ça peut être un repère pour vous. On a le détail par secteur d'activité pour voir où vous vous positionnez. Le 2,12, les écarts types sont énormes. Vous prenez les métiers tertiaire versus industrie ou grande distrie, où il y a des grands niveaux de sinistralité, ça n'a pas de sens. Donc on pourra vous les donner par type d'activité, ça vous permet de vous repérer très vite, pour voir s'il y a un enjeu ou pas, tout simplement. Donc juste sur cette partie-là, si tu peux passer ce que fait Sophie. En fait, ce qu'on voulait juste vous mettre en avant, c'est que très souvent, la possibilité d'optimiser le taux accident de travail, c'est de contester les dossiers d'accident de travail. En gros, votre entreprise est-elle responsable de l'accident? Pendant de nombreuses années, on pouvait gagner ce qu'on appelle sur la forme, parce que la caisse gérait mal ses dossiers. Alors, ça a changé, mais tant mieux, c'est quand même mieux qu'ils gèrent bien leur dossier, mais maintenant, il y a quand même des vraies problématiques sur le fond. Par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure, la longueur d'un accident de travail, est-ce que c'est légitime? On a aujourd'hui des salariés qui, pour une foulure, sont arrêtés 3 ans. Et la responsabilité sur l'entreprise le coût pendant 3 ans. Et donc, il y a différents leviers pour agir sur cette partie-là, avec des médecins notamment, c'est de contester la durée d'accident de travail, par exemple, et aussi ce qu'on évoquait tout à l'heure, les taux d'incapacité. Je ne sais pas si ça vous parle. Quand un salarié a un accident assez grave, il a une incapacité, vous avez un coût très très fort sur lequel vous êtes impacté. Mais c'est pareil, est-ce que c'est légitime ou pas? Et encore une fois, la question, c'est est-ce que l'employeur est responsable de cet accident-là? Donc, il y a différents leviers pour agir, mais ce qu'on voulait juste vous mettre en tête, c'est qu'en fait, il faut agir dès la phase déclarative. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, parce que pendant de nombreuses années, on contestait uniquement à la fin. C'est-à-dire, vous aviez un dossier qui arrivait, donc un accident de travail qui a été reconnu, et c'est à partir de ce moment-là que vous agissiez. C'est trop tard. Ce qui se passe, c'est le juge dit, vous avez différentes phases pour pouvoir agir pendant la vie d'un accident de travail. Si vous venez qu'à la fin, c'est que vous cherchez juste l'optimisation financière. Donc ça, ils vont pas en tout cas, ils ne vont pas vous enlever cette partie d'accident de travail, ils vont dire c'est trop tard, vous devez payer. Ce qui est important, c'est dès la phase déclarative, c'est de la sécuriser. C'est-à-dire si vous avez différents leviers, la réserve notamment lorsque vous avez un accident de travail, et c'est là que vous pouvez tout de suite mettre en avant le fait que l'entreprise n'est pas responsable, et c'est à partir de ce moment-là que vous aurez les leviers nécessaires pour après contester si le dossier est reconnu à caractère professionnel. Donc ça, on voulait vraiment insister, mais encore une fois, on vous donnera les éléments. C'est que ce n'est pas uniquement au contentieux qu'il faut agir, c'est dès la phase déclarative, vous avez des leviers à aller chercher. Et peut-être quand vous arrivez dans une entreprise, au-delà du taux qu'on a vu tout à l'heure, qui vous donne un repère, c'est de regarder comment est traité l'accident de travail chez vous. Et ça vous donnera des indices assez rapidement sur savoir ce qui est optimisable. Alors, on a mis en avant aussi d'autres solutions qui permettent, dans les services RH notamment, d'aller optimiser les coûts. Je pense que les DRH qui sont là potentiellement seront d'accord avec moi. Il y a eu un vrai changement dans la direction des ressources humaines depuis le Covid notamment, où il y a eu toute une partie organisationnelle à gérer, des priorités à gérer dans les entreprises, et également, on n'en parle pas souvent, des obligations réglementaires qui sont accélérées et de la conformité aussi dans les entreprises à mettre en place. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les services RH ne peuvent plus gérer le flux et tout ce qui est administration du personnel, toutes les tâches un peu chronophages, c'est impossible. Je ne connais pas beaucoup de clients qui ont augmenté leurs ressources en ressources humaines, qui ont fait grandir les équipes ressources humaines. Ça n'arrive pas. Donc, ce qui se passe, c'est que les entreprises vont se concentrer, les directions ressources humaines vont se concentrer sur leurs vraies problématiques, alors engagement collaborateur, tout ce qui est recrutement, attractivité des talents, mais ça, ils ne peuvent plus le gérer. Donc, nous, ce qu'on leur dit, toute cette partie administration du personnel pur, gestion de l'absence, gestion des risques professionnels, on en a parlé, les visites médicales. C'est horrible. Les visites médicales,
vous êtes obligé d'être conforme par rapport à ça. Sauf que le problème, c'est que la médecine, enfin Il y a plus de médecins. pardon, Il y a plus de médecins. Ah non, il y a plus de place. Les centres médicaux n'ont plus de place. Aujourd'hui, on a des taux de conformité dans les entreprises à 30%. Mais c'est la moyenne, hein, à peu près. Et c'est dramatique parce que c'est vous qui êtes responsable. Et après, vous connaissez tous les enjeux. Vous avez un accident de travail sur quelqu'un qui n'est pas conforme sur la visite médicale. Ça part après derrière en peu d'hommes. Lorsque vous avez un sujet, ça remonte très clairement. Sauf que les entreprises sont démunies par rapport à ça. Donc, ça, typiquement, ça fait partie des missions où on prend en charge pour nos clients. Donc, il y a toute la partie identification des salariés, relancer les centres médicaux et vraiment insister pour avoir un rendez-vous et après le suivre dans le temps. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font passer les visites, mais qui ne récoltent pas les éléments, les fiches individuelles des salariés. Et donc, ils ne savent même pas si leur salarié est conforme ou pas. Mais c'est une vraie problématique de temps, en fait. Donc, tout ce qui est là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est de se dire comment on va optimiser en externalisant toutes nos tâches chronophages. Nous, on va se concentrer sur vraiment l'essentiel. Mais par contre, ça, vous êtes obligé de le faire. Tout ce qui est traitement de l'absence, visite médicale, on en a parlé, gestion des formations obligatoires et habilitation, par contre, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de le faire. Donc, nous, notre rôle, c'est ça. C'est de vous soulager par rapport à ça et de vous laisser vous concentrer sur l'essentiel. On a fait juste, je ne sais pas si au niveau timing, c'est bon. Non, d'accord, je vais pas accélérer. Sur la partie IJSS, on a voulu faire un focus que, en termes de levier, c'est un vrai sujet. Alors, je pense que vous êtes certainement familiarisés par rapport aux IJSS. Alors, c'est toutes les entreprises qui font de la subrogation, c'est-à-dire qui avancent pour le salarié les frais de maladie. Donc, c'est un avantage social, hein, très clairement. Alors, c'est un coût quand même, cet avantage social. C'est que les entreprises aujourd'hui, en moyenne, elles ne récupèrent pas entre 15 et 30% d'IJSS. Alors, pour plein de raisons. Déjà, l'absentéisme a augmenté, donc il y a plus de dossiers à traiter. Les salaires aussi ont augmenté, donc il y a des montants d'IJ qui sont plus élevés. Et puis l'absentéisme aussi, ça concerne la CEPAM, qui traite vos dossiers. Et bien, ils en demandent pour les traiter, tout simplement. Et ils ont même mis en place une réflexion pour réduire les effectifs sur le traitement des absences au niveau de la CEPAM. Donc, ça ne va pas s'arranger. Donc, tout ça pour dire, on nous a donné une illustration, une entreprise de 1000 personnes, parce que vous avez une prescription de 27 mois pour récupérer les EJ, c'est quand même potentiellement 350 000 € dehors. Et ça, aujourd'hui, une fois que c'est dehors, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont la capacité d'aller relancer les CEPAM pour récupérer l'argent. Donc, c'est du perdu. Et pourquoi ils n'ont pas le temps de le faire? C'est qu'aujourd'hui, vous appelez la CEPAM sur le sujet, c'est 40 minutes d'attente. Et par dossier. Vous ne pouvez plus appeler la CEPAM pour gérer 3 dossiers en même temps. C'est plus possible. C'est un seul dossier. Je ne connais pas beaucoup de services RH ou administration du personnel qui ont le temps de faire ça. En fait. Au-delà du fait que ce n'est pas le plus intéressant dans le métier d'appeler la CEPAM et rester 40 minutes au téléphone, mais en tout cas, c'est pratiquement ingérable aujourd'hui dans les entreprises et c'est pour des causes toutes bêtes. En fait. Le salarié n'a pas envoyé son attestation. C'est juste ça qui bloque les dossiers. Et si le dossier est bloqué à la CEPAM, si vous avez la prévoyance, c'est bloqué. La prévoyance ne prend pas en charge tant que le dossier n'est pas géré par la CEPAM. Donc là, je vous ai juste parlé des enjeux IJSS, pas des enjeux de prévoyance. Donc sur cette partie-là, encore une fois, il y a différents leviers à aller chercher. Juste pour ne pas oublier, pour vous donner une visibilité sur le temps que ça prend à vos équipes, pour 1000 payes à peu près, c'est un ETP à gérer, qui va gérer ça l'année. Alors, juste pour vous donner la visibilité sur les approches possibles sur la partie IJSS, soit vous travaillez sur le passé, donc ce que je vous ai évoqué, les 27 mois de prescription sur lesquels vous pouvez agir. Donc là, c'est une opération coup de poing, comme c'est indiqué ici. En fait, on relève tous les dossiers, on fait le rapprochement, savoir ce que vous avez avancé, ce que vous n'avez pas récupéré. On prend dossier par dossier, et après, on appelle la CEPAM pour débloquer les dossiers. Pour vous donner une idée de gains potentiels sur cette partie-là, lorsqu'on travaille sur le passé, on récupère à peu près 60% des sommes qui sont dehors. Ce qui se passe, c'est si un salarié n'est plus chez vous, pour récupérer l'attestation, c'est un peu compliqué. Mais on va quand même récupérer jusqu'à 60% sur cette partie-là. Après, ça, c'est le passé. L'idée, après, c'est comment on fait pour éviter qu'à l'avenir, on soit toujours sur des niveaux de non-récupération de 15 à 30%, comme j'ai annoncé.
il y a deux possibilités. IGSafe, ça c'est notre côté marketing, et côté IG Expert, c'est tout de suite à la gestion du dossier, à la gestion de l'absence, à la saisie de l'absence, on prend en fait. Et quand on fait cette partie-là, on arrive jusqu'à, je le mets juste après Marie-Sophie, 98% de récupération. Donc, vous avez vu les montants, c'est assez conséquent. Et ça, c'est assez rapide à mettre en place et aller chercher. Et pour vous donner un peu aussi de la visibilité, c'est très souvent quand, alors, pas forcément un manager de transition, mais quelqu'un de la direction ou un DRH qui arrive dans l'entreprise, maintenant, c'est des choses qui arrivent en priorité. Vu les montants, tout de suite, ça permet d'activer des leviers financiers assez forts. Et c'est encore une fois rapide à mettre en place. Quand on fait une mission de récupération sur le passé, on l'a fait en 3 mois. Donc, 3 mois pour récupérer tous les montants qu'on a évoqués juste avant. Voilà, c'est plutôt intéressant à mettre en place rapidement. J'ai fini sur ma partie. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est pas pour vous. On a encore 30 minutes de conférence. Si on veut garder un petit temps de questions-réponses pour la fin, je me permettrai d'intégrer les questions en ligne également. Alors, sur la partie JSS, sur la partie passée, c'est au résultat. Ouais, exactement. Et sur cette partie-là, c'est les frais de gestion faites par rapport au volume d'IGSS qu'on va récupérer chez nos clients et qu'on va traiter, en fait, tout simplement. Par rapport au montant, combien de pourcentage? Oui, mais le montant qu'on va traiter et récupérer auprès des CBAM sur la partie de validation. Exactement. Alors, quand vous voyez 90%, en fait, c'est pratiquement toute l'assiette des IGSS. Du coup, c'est quoi? C'est du 20%? C'est du 15%? Ça va dépendre du montant. En fait. Pour vous donner une fourchette, ça va être entre 15 et 30%. En fait. Entre 15 et 30. Parce que ça va dépendre du montant et du volume d'IGSS que vous avez traité et de la complexité aussi de certains de vos dossiers. Capacité à récupérer rapidement les éléments dans vos outils, tout ça, ça rentre dans le temps. Il y a une prestation fixe en fonction du nombre de personnes, du nombre d'heures que vous passez. C'est les tailles d'entreprise et en fait, c'est les montants d'IGSS, encore une fois, parce que le ratio, il se fait comme ça. Quand vous prenez une entreprise de 1000 personnes, ce que je vous évoquais tout à l'heure, on sait à peu près quel est le montant d'IGSS qui est dehors. Alors, la plupart des entreprises, par contre, ne le savent pas. Je vous challenge un peu sur le sujet. Pratiquement tous les personnes avec qui j'échange ne sont pas en capacité de sortir le montant d'IGSS qui est dehors. Et le rapprochement comptable n'est pas si facile que ça à faire. C'est bon pour vous? Merci. Bonjour à tous. Donc moi, je suis André, je m'occupe de la fiscalité locale chez EMI. Je suis issu d'une expertise comptable. Et dans la continuité des coûts RH, on va parler de la fiscalité locale, qui est complexe et lourde en France. Donc c'est une fiscalité lourde. Deuxième poste de charge pour les entreprises, on compte à peu près 55 milliards d'euros. Il faut compter sur à peu près 60% en 10 ans de croissance sur la partie taxe foncière et CFE. C'est une fiscalité qui est en constante augmentation. On compte également 60% d'augmentation sur les taxes qui sont assises, notamment sur les taxes foncières, taxes d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'habitation. Donc, c'est des taxes en fait qui aujourd'hui qui augmentent énormément. On est dans un contexte assez particulier, inflationniste. Bruno Le Maire nous évoquait la fin du quoi qu'il en coûte et le début des remboursements des PGE. Donc l'idée, c'est par des missions d'audit de fiscalité locale, c'est d'aller optimiser et générer un petit peu de trésorerie. On intervient de manière assez simple, hein, comme Thomas vous l'expliquait. On fait un premier focus sur la fiscalité de l'urbanisme, donc c'est toutes les taxes qui vont adoptées au permis de construire. On va passer de la construction jusqu'à la démolition. Donc on a les taxes d'aménagement, redevance d'archéologie préventive. Aujourd'hui, on constate que certains SIE ne prennent pas en compte les différents permis de construire qui ont été les spécificités des différents permis de construire qui ont été déposés. Et du coup, on intervient dans la requalification, notamment des surfaces ou des locaux d'affectation qui vont nous permettre de pouvoir optimiser notamment la partie taxe d'aménagement et redevance d'archéologie préventive.
On intervient aussi sur la partie donc, taxe foncière et assimilée, donc la taxe foncière commerciale, qui est précisée sur les surfaces, et la taxe foncière industrielle. On a eu en 2022 un revirement de jurisprudence, notamment GKN Driveline, qui venait distribuer un petit peu les cartes, notamment sur la partie industrielle, qui vient nous permettre en fait d'exonérer certains biens qui ne sont pas passibles, relatifs à l'activité, qui ne sont pas passibles de taxe foncière. C'est des optimisations qu'on met en place. On a pas mal de cas, notamment sur la partie industrielle ou sur une société qui a fait l'objet d'un contrôle fiscal, on a pu obtenir 800 000 euros de dégrèvement. C'est des missions qui sont peu chronophages. Sur le déroulé de mission, on est sur une analyse d'échantillons de documents, notamment les taxes foncières, le listing des immobilisations, taxes foncières, listing des immobilisations et la cotisation foncière des entreprises. À partir de là, on va être en mesure d'identifier soit des zones de surimposition ou de sous-imposition. On a également au cœur de toutes les préoccupations les taxes environnementales et spécifiques. Donc on a les co-contributions, les co-emballages, les taxes qui sont assises sur les consommations énergétiques, notamment la TICFE, TICGN, les entreprises qui sont grandes consommatrices aujourd'hui d'électricité ou d'énergie acquittent une taxe qui est assise sur le mégawattheure consommé. Et en fonction du caractère électro-intensif et de cette activité, nous, on va pouvoir venir obtenir un taux réduit, voire un taux partiel sur la taxe relative aux consommations énergétiques. Donc, c'est des missions, on va dire, assez simples. On est sur du quick win. En termes de temps passé, on est sur, grosso modo, 1 mois pour pouvoir identifier les enjeux et mettre également les demandes de dégrèvement auprès de l'administration. On intervient également sur des taxes un peu plus sectorielles, notamment assises sur les chiffres d'affaires. Donc on a la CVAE qui tend à disparaître d'ici 2 ans, la CVAE et la C3S, donc l'organique, plus communément. Aujourd'hui, on s'aperçoit que certaines entreprises sont des taxes qui sont assez simples, elles sont en général pré-remplies. Certaines entreprises ne font pas l'effort de rentrer un petit peu dans le détail de ces taxes. Et il s'avère que sur notamment la C3S, on a certains flux de chiffre d'affaires qui peuvent faire l'objet d'un retraitement. Et donc on a un cas ici aujourd'hui sur un transporteur où on a pu effectivement obtenir 1,9 million d'économies. Donc c'est des missions aujourd'hui qui sont notamment sur la C3S, on n'est pas sur un contentieux, on est sur un courrier réclamatif qui se fait auprès des URSSAF. Ce sont des missions qui permettent aujourd'hui d'aller optimiser la trésorerie et de pouvoir répondre à des besoins de cash au sein des entreprises. En termes de timing, on est sur grosso modo 60 jours, en respectant bien entendu les obligations calendaires. Au bout de 60 jours, en fait, on vous remet un rapport d'expertise qui mettra soit en avant les zones d'économie ou éventuellement les risques qu'on aura constatés. Voilà, comme je vous disais, un impact minimum pour peu de temps investi. En moyenne, il faut compter 2 heures par mois pour vos équipes pour pouvoir aller identifier notamment soit les zones d'économie, soit des zones de risque. Des résultats qui sont assez clairs. On a fait 35 millions d'euros d'économies pour nos clients sur 2023 et 94% donc des clients sont plutôt satisfaits aujourd'hui de notre prestation. On intervient aujourd'hui dans ce contexte assez compliqué où la trésorerie est un élément important sur les entreprises et donc on passe par ces audits pour aller essayer de récupérer un petit peu de cash. Donc voilà pour la partie fiscalité locale. Merci. Ouais. Et juste le délai pour récupérer le cash, c'est quoi le délai? Une fois que vous avez établi le diagnostic. Le diagnostic sur la partie industrielle, ça va dépendre des SIE, on est entre 3 et 6 mois. Sur la CVAE, la C3S, les traitements sont un petit peu plus rapides, il faut compter 2 mois pour avoir le remboursement effectivement sur le compte. Et comme sur la partie RH, on est sur une rémunération exclusivement de succession. Il n'y a pas d'avance de trésorerie, ni de frais forfaitaires, on dépose le dossier, on suit les réclamations
on serait ouvert sur un taux de partage qui aurait été modifié. Entre 15 et 30%. Ça va dépendre du périmètre qui est conflit. Est-ce qu'on est sur un audit la fiscalité au sens large, taxe foncière, CFE, C3S? Là, on aura un taux préférentiel, mais on est entre 15 et 30% des notes économiques. Juste, je rebondis sur les parties importantes, c'est les économies réalisées. Ça paraît évident, mais je le précise quand même. Ce n'est pas les économies présentées ou estimées. Et vous avez pu voir, après, justement, on est aussi en parlant. Et c'est aussi le but, bien évidemment, ce que je disais tout à l'heure de cette présentation, c'est que ces leviers-là qu'on vient d'évoquer, on est assez confiant pour avoir ce type de résultat. Parce que c'est des leviers à aller chercher rapidement et avec des enjeux qui peuvent être très, très importants. Ce sont des remboursements pour le passé, des économies pour le futur. Quelle est la taxe qui est contributive de l'économie quand vous constatez en entreprise? C'est la taxe foncière ou c'est plutôt taxe foncière industrielle? Taxe foncière industrielle et la C3S. Bon, pas de questions. Merci. Alors, moi, je vais tenter de vous faire dresser un petit panorama des financements publics de l'innovation, qui sont une belle complexité en France. Voilà, ça, c'est pour vous dresser un peu le panorama qu'on a fait avec la French Tech Méditerranée. Donc, on est sur la région Occitanie. Chaque petit coq représente un dispositif d'aide publique pour un start-upper basé à Montpellier ou Toulouse. Donc, en fait, en France, on a de la chance, mais on a un problème de riche, c'est qu'on a tellement de financement public accessible que bien souvent, on ne sait pas forcément à quel guichet s'adresser quand on a un projet, quand on a des activités autour de l'innovation, sur quel finalement dispositif il faut se positionner et mettre du temps homme pour monter son dossier et candidater ou demander un remboursement sous forme de crédit d'impôt. Voilà, donc ça c'est une vraie problématique. Donc c'est pour ça que des structures comme Hemming existent pour finalement accompagner, bien sélectionner et monter les bons dossiers pour obtenir des aides publiques à l'innovation. Donc je vais dresser un panorama assez simple sur, en fait, on distingue deux grandes familles de financement public de l'innovation en France, qui sont les financements directs et les financements indirects. Et donc, on va regarder un petit peu par type de financement, les projets concernés, les guichets, la production à faire pour obtenir ces financements et regarder en termes de calendrier. Ce qu'il faut distinguer, c'est quand on va parler de financement direct, on va plutôt regarder les projets futurs, c'est-à-dire on va parler de dépenses non engagées. Et donc là, l'entreprise va devoir présenter un projet sur lequel elle n'a pas encore effectué de dépenses. Donc, alors, toujours, on va parler de projets d'innovation ou d'investissement industriel, sur lequel elle va prendre des risques, elle va investir et mettre des ressources. Et donc là, on est plutôt sous la forme d'appel à projet. On regardera un petit peu précisément tout à l'heure le programme France 2030, qui est un programme, le 4e plan d'investissement d'avenir. Mais il y a des dispositifs après opérés par BPI France, l'ADEME, les régions. Voilà, il y a beaucoup d'opérateurs derrière ça. L'Europe aussi a pas mal d'argent pour financer ce type de projet. Et c'est important d'avoir cette notion de dépenses non engagées. Parce que si une entreprise a déjà commencé à dépenser de l'argent dans ce projet, en fait, l'aide n'est plus incitative et donc elle n'est plus éligible en termes d'aide sur son projet sur lequel elle a commencé à mener des dépenses. En termes de production, donc il faut monter un dossier. Donc en général, vous avez le cahier des charges qui est disponible sur le site internet de l'opérateur qui diffuse cet appel à projet. Donc il faut rédiger son projet et mettre en place l'équipe projet qui va rédiger finalement soit un projet monopartenaire, seul, ou collaboratif, parfois avec d'autres entreprises ou avec des laboratoires publics. Ce qui est important de noter là, c'est qu'on est sur des concours en fait. Les appels à projets, ce sont vraiment des concours. Donc si votre projet est bon, mais qu'il y a, je sais pas, 10 projets qui sont meilleurs, et ben, votre bon projet ne sera pas sélectionné. Donc c'est important de mettre en place, et on regardera un petit peu quels sont les critères, les impacts qu'il faut mettre en avant sur une réponse à un appel à projet.
Et donc, le calendrier est défini par les appels à projets. Donc, il y a des dates de clôture qui sont annoncées. Donc, ça, c'est plutôt bien fait sur le site de BPI France, l'ADEME. Vous avez pas mal d'informations et ça, c'est très transparent en termes de communication. La seule difficulté, c'est de voir un peu ces appels à projets s'ouvrir, disparaître, revenir, etc. Donc, il y a toute une veille qu'il faut effectuer pour bien connaître tout ça. Et ensuite, on a les financements indirects qui vont, là, si je puis formuler ainsi, récompenser un investissement ou un effort sur l'innovation ou la R&D de l'entreprise qui a été effectué par le passé. Donc, on va regarder plutôt ce qu'on appelle des crédits d'impôt. Je pense que vous connaissez tous le crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation. Vous verrez qu'il y a une petite famille d'outils qui est aussi assez sympathique autour du financement indirect. Et donc là, ça se passe plutôt par des déclarations CERFA en général. Donc, on fait une déclaration au moment de la déclaration de son impôt sur la société. On va calculer un montant, on déclare ce montant-là et on récupère une portion en crédit d'impôt. Et puis après, on peut être soumis à contrôle fiscal et c'est à ce moment-là où l'administration vérifie que ce que vous avez déclaré est bien conforme. Voilà, donc c'est en général pour les entreprises qui clôturent au 31/12, il y a une déclaration de l'IS qui est faite mi-mai, donc on approche de la date de ce moment. Est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à ces deux grandes familles de financement? J'imagine que vous devez les connaître, mais je ne sais pas si vous les distinguez ainsi. Alors, je vais faire un petit focus sur les aides directes. Donc, en fait, il y a deux grands axes majeurs aujourd'hui sur le financement autour des aides directes, donc à travers des appels à projets en France, qui sont des projets d'innovation. Donc là, on va mettre en place une équipe d'ingénieurs, de docteurs qui vont travailler sur un nouveau process industriel, un nouveau produit assez en rupture quand même. Il faut être assez innovant pour être sélectionné sur ce type d'appel à projet. Et puis, vous avez aussi l'autre axe, l'investissement industriel. Donc là, on va plutôt travailler sur les aspects d'industrialisation, d'installation de capacité industrielle aussi. L'État va même financer du rapatriement de production, de capacité de production de l'étranger vers la France, dans un objectif de réindustrialiser le pays, de travailler sur la souveraineté aussi de certaines filières industrielles. Donc, vous avez pas mal de soutien autour de l'investissement industriel. Et de façon transverse, on va toujours avoir un regard sur l'impact autour de l'énergie, l'environnement ou la décarbonation. Voilà, cette fois sur des sujets innovation et investissement industriel. Donc ça, c'est les deux grands axes. Ensuite, on a des programmes d'investissement. Et donc, je parlais du programme France 2030 qui va se terminer en 2025. Et puis, vous avez aussi des fonds européens de développement régional. Donc ça, c'est de l'argent de l'Europe qui est mis à disposition des régions pour aussi financer des projets d'innovation et d'investissement industriel surtout. Donc, on est un petit peu plus en aval sur la chaîne de valeur du développement de produits. Et derrière ça, vous avez des opérateurs qui vont opérer ces enveloppes en émettant ces fameux appels à projets. Donc, les deux plus grands acteurs, c'est BPI France et l'ADEME aujourd'hui en France. Mais vous avez aussi les régions qu'il ne faut pas sous-estimer et la Caisse des dépôts qui est intéressante sur la partie infrastructure et qui peut financer des gros montants en termes d'infrastructure. Voilà. Et donc, si je fais un petit focus sur le programme France 2030, il y a 54 milliards d'euros qui vont être mis sur 5 ans. Et donc, cette année, il y a presque 8 milliards d'euros qui sont mis sur différentes typologies de projets dont j'ai parlé tout à l'heure, donc des créations d'usines, différents secteurs prioritaires, la santé, l'agroalimentaire, des technologies, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Chaque appel à projet contient une petite brique ou un volet autour de l'intelligence artificielle. Et donc ça se transmet à travers des appels à projets nationaux, des enveloppes régionalisées qui sont publiées sur les différents appels à projets. Et donc quand on parle d'appels à projets, je disais, on a ce phénomène concours. Si on regarde le taux de sélection national, on est environ sur 20% des projets candidats qui sont sélectionnés sur des projets d'innovation. Et sur des guichets autour de l'investissement industriel, on est plutôt sur des taux de 30% de sélection. Et donc, la valeur ajoutée, finalement, de travailler avec un acteur comme Hemming, c'est d'augmenter ce taux de succès. Donc, quand on mobilise les équipes, derrière, on a un petit peu plus de chances de travailler et de remporter l'appel à projet. Donc, on multiplie par 3, finalement, ce taux de succès
grâce finalement à notre retour d'expérience, c'est notre capacité à faire maturer les projets et mettre en avant les bons critères d'impact pour le projet et surtout pour le financeur. Puisque le financeur public va regarder finalement pas forcément la même chose que l'entreprise. L'entreprise va travailler plutôt sur sa compétitivité, l'innovation, c'est ces axes-là qu'elle va mettre en place. L'État va plutôt regarder l'impact sur la décarbonation industrielle, sur la souveraineté de la filière, etc. Donc, c'est aussi notre capacité à faire dialoguer ces deux mondes, financeurs publics et entreprises, pour que le projet soit retenu. Donc, ça, c'est un slide qu'on vous transmettra, mais qui donne un petit peu à qui sont accessibles finalement ces appels à projets. Donc, vous voyez, toute taille d'entreprise. Il y a un critère qui est à prendre en compte, c'est les fonds propres. Si certains d'entre vous travaillent avec des startups, en fait, le financeur public va donner une subvention à hauteur des fonds propres disponibles. Si vous avez 200 000 euros de fonds propres, vous pouvez obtenir 200 000 euros de subvention maximum. Donc, qu'est-ce qu'on va financer? On en a parlé, des projets d'innovation, des projets d'investissement industriel et des projets de décarbonation des activités sur des secteurs prioritaires identifiés par l'État. Et donc, c'est surtout ces impacts-là que souvent l'entreprise sous-estime, mais qui sont très importants pour les financeurs publics. Donc ça, c'est des signaux faibles que vous pouvez regarder quand vous avez des projets à venir dans l'entreprise pour voir si finalement ils cochent un peu toutes ces cases pour vous dire, tiens, il y a des chances d'aller finalement candidater sur un appel à projet, puisque en termes de compétitivité, d'impact sur l'environnement, on coche certaines cases. Et donc, c'est ça qu'on met en avant aussi au travers du projet dans sa réponse à appel à projet. Maintenant, si je regarde la famille des aides indirectes, donc vous voyez en haut, vous avez le CIR, C2I, donc qui sont des outils assez connus. Il y a une petite évolution récente sur le C2I qui est passé de 20% à 30% de l'assiette de dépenses. Donc il y a un petit gain qui peut être obtenu en travaillant sur le C2I. C'est exclusivement réservé aux PME au sens européen. C'est souvent sous-estimé. Là, on va plutôt parler d'innovation. On regardera un petit peu la différence entre le CIR et le C2I. En fait, on va plutôt travailler sur l'innovation produit, alors qu'on va plutôt travailler sur de la recherche et le développement de nouvelles connaissances sur la partie crédit impôt recherche. Vous avez le SICO qui est apparu aussi l'année dernière. Donc, c'est un crédit d'impôt recherche collaboratif. Donc, ça, c'est pour des entreprises qui vont mener des recherches, qui vont faire de la R&D avec des laboratoires publics. Voilà. Avant, on avait un avantage fiscal qui permettait de doubler l'assiette de dépenses quand on collaborait avec un laboratoire public. Donc, la facture du laboratoire public était doublée dans le crédit impôt recherche. Ça a disparu parce que l'Europe a considéré que ce n'était pas légal. Donc, l'État français, pour compenser cette perte finalement de gains pour les entreprises, a créé ce fameux SICO. Donc, en fait, il faut que vous ayez créé un contrat de collaboration avec le laboratoire public, mais derrière la facture, quand vous avez ce contrat-là, la facture du laboratoire, vous allez pouvoir en déduire entre 40 et 50% dans votre crédit d'impôt. Oui, entre 40 et 50% dans l'assiette de dépenses R&D. Voilà. Donc ça, c'est intéressant à connaître si vous avez une structure qui collabore beaucoup avec des laboratoires publics. Plus récemment, cette année, l'État a créé le C3IV. Donc, c'est un crédit d'impôt investissement industrie verte. Donc, ça concerne une niche d'entreprises. C'est des entreprises qui vont travailler sur la production de composants ou d'éléments qui vont permettre de produire des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, des batteries ou des pompes à chaleur. Et donc, tous les investissements industriels faits sur une de ces 4 filières sont éligibles à ce crédit d'impôt. Ça s'obtient par un agrément. Donc, il y a le formulaire qui est disponible. Il a été publié, je crois, le 14 mars, donc c'est assez récent. Et donc, ça vous permet, sur ces investissements, d'obtenir entre 20 et 40% de crédit d'impôt. Donc, ça, c'est plutôt aussi efficace et c'est un outil qui est unique en Europe et qui est un vrai avantage. Donc, c'est fait à la fois pour maintenir ces activités-là en France et même en attirer de nouvelles pour avoir la création d'usines de batteries. Vous en avez peut-être entendu parler dans le nord de la France. Il y a des grosses usines qui sont en train de se monter. Là, les pompes à chaleur, on a un mix énergétique de plus en plus électrifié puisqu'on veut le décarboner.
Et donc, il faut se chauffer avec des pompes à chaleur. Donc, pareil, les industriels des pompes à chaleur sont incités à développer leur capacité industrielle. Et enfin, une fois que l'entreprise dégage des bénéfices après toute sa R&D et déposer des brevets ou des logiciels, on peut travailler sur un outil qui s'appelle l'IP-Box. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. C'est un outil qui a évolué récemment, qui existe depuis un moment, mais qui a évolué récemment, puisqu'il est éligible aux entreprises qui développent des logiciels. Et donc, si vous développez des logiciels et que vous avez des revenus de licence issus des logiciels ou des brevets que vous possédez, vous avez droit finalement à un taux réduit d'imposition sur les résultats issus de cette activité commerciale. Là, on va chercher aussi des jolis gains pour les entreprises, puisqu'on peut revenir dans le passé. Donc, voilà, ce taux réduit qui passe de 25 à 10% est plutôt efficace et beaucoup d'entreprises le méconnaissent. Et dernière petite chose, pour ceux qui travaillent avec des startups, le statut JEI a évolué aussi cette année. Donc, il s'élargit un petit peu. Vous avez maintenant un statut jeune entreprise innovante de croissance, qui doit être encore précisé en termes de décret, mais qui offre de façon exclusive la possibilité à des investisseurs privés, type business angel, de défiscaliser leur investissement. Aujourd'hui, un investisseur privé va préférer choisir d'investir dans une JEI, puisqu'il va pouvoir défiscaliser son investissement, et c'est souvent quand même pour ça qu'il va effectuer cet investissement, en plus de l'attrait du projet d'entreprise. Bon, cette slide, ça présente de façon un peu différente de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, et qui présente un petit peu les activités en termes de R&D et d'innovation dans l'entreprise, à quoi elles permettent finalement d'accéder en termes de financement. Et donc, ce qu'elles produisent en termes de résultats et ce qu'on va chercher en termes de financement. Et on fait un gros focus sur la partie CIR, IP-Box, et puis crédit d'impôt innovation qui est souvent méconnu. Ces dispositifs sont cumulables. Ce n'est pas parce qu'on déclare du crédit impôt recherche qu'on ne peut pas déclarer du crédit impôt. Évidemment, dans les appels à projets qu'on a évoqués précédemment, si vous avez un appel une subvention dans le cadre d'un appel à projet, vous pouvez aussi déclarer du crédit impôt recherche ou du crédit impôt innovation sur la partie qui n'est pas subventionnée par l'État. Donc tout ça, c'est vrai que les entreprises en général manquent de stratégie d'accès au financement public et privilégient en général un seul outil, alors qu'en fait on peut finalement les séquencer dans le temps et parfois même les empiler entre les dispositifs directs et indirects pour pouvoir derrière optimiser finalement son financement de l'innovation. Justement, pour compléter, sur la partie indirecte, je pense que vous voyez, quand vous rentrez dans l'entreprise, deux cas. Soit des secteurs d'activité, peut-être d'entreprises un peu plus nouvelles qui ne connaissent pas forcément ce dispositif, d'aller chercher, et d'autres structures où ils sont, et notamment le secteur d'activité, qui connaissent bien. Par contre, ce qu'on voit souvent, c'est que ce n'est pas optimisé. Et ça, c'est aussi notre rôle, c'est d'aller bien rechercher l'ensemble des projets qui sont actifs dans les entreprises et remonter l'information. Ça paraît simple comme ça, on se rend compte très souvent qu'il y a plein de projets dans les entreprises qui ne sont jamais identifiés. L'accès à l'information n'est pas simple. On a aussi des outils pour ça, pour faciliter ces remontées. Donc voilà, c'est souvent ce qu'on dit, il y a souvent deux possibilités, soit une entreprise qui n'a aucune connaissance du sujet, toute nouvelle, ou des structures, secteurs d'activité où ils sont déjà rodés, entre guillemets, ils connaissent ce dispositif. Mais voilà, petit conseil, n'hésitez pas à aller optimiser ce qui est fait, parce que souvent on se rend compte qu'il y a des leviers complémentaires. Et on peut revenir dans le passé 3 ans en arrière sur ces outils-là. Bon, un mot sur le crédit impôt recherche, c'est le premier budget de financement de l'innovation en France. Donc, il est remis en question à chaque nouvelle loi de finances, mais finalement, il perdure dans le temps. Donc, on a à peu près 27 000 déclarants. Et donc, vous avez en fait un guide du MESRI qui est publié chaque année, qui permet d'apporter des précisions sur les justificatifs attendus. Donc, une slide après, qui explique un petit peu comment fonctionnent finalement les 4 grandes étapes de la gestion de son crédit impôt recherche, crédit impôt innovation. J'aurais pu lister toute la famille finalement des crédits d'impôt qu'on a vu précédemment. Ça fonctionne à peu près pareil. Donc, on identifie dans un premier temps les projets, les dépenses éligibles. Donc ça, nous, on fait par exemple un SWOT avec des projets en risque, des projets qui paraissent complètement éligibles. On a suffisamment de documentation et de preuves pour
bien les défendre, et des projets qu'on exclut. Ensuite, quand on a sélectionné ces projets, ben, on va faire un calcul de ces montants. Et puis ensuite, on passe à une justification financière et technique. Donc ça, c'est un dossier technique rédigé sur chaque projet qu'on va déclarer au titre du crédit d'impôt recherche ou innovation. Et enfin, on travaille donc ça dans notre prestation à l'accompagnement contrôle fiscal. Donc dès qu'un de nos clients est contrôlé, ou à une demande de justification auprès de l'administration, eh ben, on l'accompagne et ça inclut ça dans notre prestation. Et je crois que c'était le dernier. Extraordinaire, timing, extraordinaire. On va prendre 5 minutes pour des questions ensemble, et puis après, si vous le souhaitez, on va prendre encore un petit peu de temps pour échanger plus directement. Si vous le souhaitez, on s'était juste engagé à libérer nos intervenants plus tard à 11h, parce que la journée se poursuit pour tout le monde. Voilà, comme ça, vous avez encore un petit peu de temps pour pouvoir approfondir certains sujets. Alors, moi, j'ai une question. Vous avez parlé de possibilité de défiscaliser un investissement d'un investisseur privé. C'était dans quel contexte? Avec peut-être un petit peu de vite. En fait, une entreprise qui veut augmenter ses fonds propres dans le cadre de sa croissance va faire rentrer à son capital de nouveaux actionnaires. Donc en général, une entreprise sur son, on va dire, premier tour de levée de fonds fait souvent rentrer ce qu'on appelle des business angels. Donc c'est des particuliers, vous et moi, qui souhaitent investir au capital d'entreprise pour les aider dans sa croissance. Ça, j'ai compris, mais quelle est la structure qui permet de défiscaliser après, c'est sur vos impôts. C'est sur vos impôts directement. Donc, si vous investissez dans une structure qui est une JEI, donc qui a ce statut jeune entreprise innovante, ça vous permet, au moment où vous déclarez vos impôts, de dire j'ai fait un investissement de 10 000 €, donc j'ai le droit à une défiscalisation de 30 à 50% selon le statut de la JEI de l'entreprise. Et ça, c'est pour un particulier, c'est pas une entreprise, c'est pas un fonds. C'est pas un fonds professionnel. Voilà. BPI France, par exemple, qui a un fonds qui s'appelle BPI France Investissement, eux, ils ne vont pas défiscaliser ce qu'ils investissent dans les entreprises. Donc, vous avez les business angels, vous avez aussi toutes les plateformes de crowdfunding qui se développent beaucoup, c'est tout le temps des particuliers qui investissent dans des entreprises. Ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Est-ce qu'on a des questions en ligne? Non? Bon, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Il vous reste encore un peu de temps. Si vous avez un peu de temps et que vous souhaitez prendre un petit temps d'échange, nous devons libérer la salle dans une trentaine de minutes, une vingtaine de minutes même. Donc voilà, vous pouvez échanger et peut-être échanger vos coordonnées et contacts. Ça peut être intéressant dans le cadre de vos futures missions de garder les numéros de téléphone bien précieusement de nos intervenants ou du moins les contacts. Voilà. Nous, à Desconcy, n'hésitez pas à scanner le QR code que nous avons affiché sur les murs. Ça vous permet de nous rejoindre sur les réseaux, notamment LinkedIn. N'hésitez pas aussi à mettre à jour vos profils sur la plateforme en indiquant les différentes missions, les plus récentes du moins, celles que vous avez eu à réaliser. Ça nous permet aussi, dans le cadre des missions sur lesquelles nous sommes mandatés, de pouvoir avoir des profils à jour et de pouvoir les présenter correctement aux clients qui nous sollicitent. Voilà, merci encore d'être venu. Oui, une question. Les managers de transition en ligne vous remercient car c'est très clair et une très belle présentation. Merci. Merci. Oui, effectivement, je confirme, c'était de très grande qualité. Merci d'avoir répondu présent et j'espère à très bientôt pour une nouvelle collaboration. Avec plaisir. Merci beaucoup. Oui.
faut inscrire.